Bon, Dieudonné, merci de me faire l'honneur de venir sur ce podcast. C'est un très grand moment, c'est un plaisir, un gros plaisir pour moi, et ça va être un grand plaisir pour les auditeurs et les spectateurs qui vont assister à cet épisode. Bienvenue sur le podcast en tout premier. Eh ben, écoutez, merci. Je crois que vous avez interviewé Alain il y a pas très longtemps et c'est un peu par son intermédiaire qu'on est en contact. Ouais, exactement. Donc merci Alain, qui probablement écoutera cet épisode. Bon alors, vous représentez quand même pas mal de choses, hein, parce que évidemment, moi je vous ai connu en tant qu'acteur, je vous ai connu en tant qu'humoriste. Je vous regardais, je vous ai vu à la télé quand j'étais plus jeune, évidemment. Donc c'est quelque chose. Tout le monde vous connaît. Évidemment, 100% des gens qui vont regarder et écouter cet épisode vous connaissent, mais juste pour le jeu, pour le principe, parce que c'est comme ça que j'aime bien démarrer les épisodes, je vais vous demander de vous présenter simplement aux auditeurs. Alors, ben voilà, je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala. Je suis né en 1966. J'aurai bientôt 60 ans, un peu de temps. Et puis, ça fait 30 ans que je fais ce métier, enfin plus de ça, 35 ans que je fais ce métier de comédien et d'humoriste surtout. Et donc voilà, j'y ai passé le plus clair de mon temps et toute mon énergie a été mise dans cette fonction d'humoriste, et je dois dire que ça a été une vie très professionnelle, chargée, tout à fait passionnante. Faire un métier qu'on aime et voir rire les autres, c'est une chance, je pense. Donc j'ai été chanceux dans cette vie de voir tous ces gens rire, et encore aujourd'hui, ceux qui me suivent, de les voir à chaque fois. Le spectacle vivant, c'est réellement euh, quelque chose de magique, d'absolument extraordinaire. Donc j'ai eu une vie pleine de satisfaction, en tout cas professionnelle. Comment on se sent aujourd'hui après donc des dizaines d'années comme ça sur les planches, avec des déboires médiatiques également, avec des soucis. On va pas rentrer sur des sujets politiques, parce que c'est pas trop le propos du podcast. Comment on se sent au niveau de la santé mentale ou de la santé tout court? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes un peu épuisé? Est-ce que vous êtes serein? Ouais, disons que je n'ai plus 20 ans, c'est certain, mais ça va relativement bien. Je dirais que la pression doit être gérée. Avec le temps, on arrive à utiliser cette énergie qu'est la pression extérieure pour la transformer en expression. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Et donc de la pression, il y en a eu, et de l'expression aussi. Et de mon expression a jailli un rire populaire qui se répand grâce à Internet. D'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir la résonance d'un univers humoristique sur Internet. Et c'est vrai que j'ai inspiré, je le sais aujourd'hui, un certain nombre de jeunes humoristes, une génération entière même, qui viennent me voir, me saluer, me remercier. Et en même temps, j'ai exploré des zones difficiles, compliquées, qui m'ont exposé à la vindicte, qui m'ont exposé à une mafia de la censure en France. Et ils ont tout fait pour me faire taire. Et bon, voilà, nous sommes un tout petit nombre de personnes qui avons résisté. Alain Soral en fait partie d'ailleurs, à cette mafia de la pensée. Et c'est vrai qu'il faut être courageux. C'est un combat qui peut paraître perdu d'avance, mais pour moi, l'humoriste, en tout cas, il était inévitable, parce que on ne peut pas faire rire en étant un artiste d'État. Il faut être forcément un regard critique sur ce système. C'est ce qui m'a permis de faire mon travail convenablement. Est-ce qu'à un moment donné, alors juste petite question, vous me dites, est-ce qu'on peut se tutoyer, ou est-ce Bien que ça sûr, vous dérange? bien Vous sûr. préférez qu'on garde vous? Non. Ok, On peut se... on peut se tutoyer. Alors, parce que c'est ce que j'avais demandé à Alain Soral. Il y en a qui n'ont pas très bien compris. C'est vrai qu'ici, j'essaie d'instaurer un peu
dans ce podcast un moment où on peut échanger sans avoir trop d'artifices verbaux, où on peut tranquillement discuter. Et puis c'est vrai que le tutoiement, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça permet aussi de rentrer un peu plus dans les détails. Quand on dit vous, moi, il y a une espèce de distance qui se fait. Bon, j'ai vécu aussi pendant 5 ans au Canada, ce qui fait que j'ai pris l'habitude de tutoyer à peu près tout le monde, même les personnes importantes entre guillemets. Donc c'est plus facile. Et ça me permet de te demander donc, tu donnais, est-ce que tu as eu des doutes à un moment donné, tu t'es dit ça vaut pas la peine que je continue, est-ce que je ferai pas autre chose, est-ce que je laisserai pas tomber, est-ce qu'à un moment donné ça me coûte trop sur le plan santé, sur le plan mental. Tabarouette. Ça, c'est pour revenir à ton expérience québécoise. Écoute, ça, je suis passé de temps là-bas au Québec, Montréal. Puis j'ai adoré ce pays-là, tu sais. Puis c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup là-bas à Montréal. J'ai beaucoup aimé le public québécois. Alors, est-ce qu'à un moment donné, je me suis interrogé sur les limites? Alors, je pense que il fallait que j'emprunte ce chemin délicat parce que c'est la recherche du rire qui me l'imposait. Je ne pense pas qu'on puisse être drôle en étant quelque part validé, autorisé par un système qui contrôle et qui domine. Le rire, il doit venir à mon avis, ce rire populaire qui touche le peuple, il doit venir de l'extérieur de la cour du pouvoir. Et donc, je ne pense pas que j'aurais pu faire rire si j'avais été à l'intérieur. Donc, je peux pas avoir de regrets. Alors après, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu collaborer avec le système et écrire des sketchs. Peut-être ne pas être en première ligne, c'est-à-dire ne pas montrer ma ganache et puis plutôt me être derrière, écrire pour d'autres et puis avoir une vie plus anonyme, mais plus tranquille. J'aurais pu, mais ça n'a pas été mon parcours et bon, je ne regrette pas dans la mesure où j'ai vraiment bien rigolé moi pendant tout ce temps passé devant mon public. Hmm. C'est vrai qu'il y a un truc dans l'humour, c'est toujours est-ce qu'on peut rire de tout et est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde. T'es assez connu. Alors j'avais regardé tes spectacles il y a quelques années. Pour préparer cet épisode, il y en a un que j'ai revisionné, c'est Foxtrot, qui fait partie des plus connus. Il y en a eu d'autres, Le Mur, qui ont fait débat par rapport à certains sketchs. Et c'est vrai que t'as quand même un humour qui est un peu, tu sais, le pince sans rire, sarcastique, qui veut dire beaucoup en arrière, tu vois. Est-ce que t'as toujours été comme ça? Est-ce que quand t'étais par exemple avec Kelly, Semoun, lorsque vous faisiez des sketchs, lorsque t'as démarré ta carrière d'humoriste, est-ce que t'as toujours eu ce truc de se dire, je veux faire rire, mais je veux aussi être saillant dans les blagues. Je veux que ça cogne, je veux que ça dérange. Sûrement. Il y a une rencontre qui a été assez éclairante à ce sujet, c'est celle avec Aimé Césaire. J'étais à la Martinique, j'allais faire mon spectacle, et puis j'ai été agressé par 3 Israéliens, 4 ils étaient exactement. Et, euh, et donc à cette occasion, il y a eu un scandale. Donc j'ai rencontré Aimé Césaire, qui a découvert un petit peu ce que je faisais, et puis surtout le métier d'humoriste. Il m'a dit ah ouais, rire. Lui qui avait été un poète et qui avait abordé des sujets extrêmement sensibles dans la culture antillaise, c'est-à-dire l'esclavage. Il m'a dit rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. Et je pense qu'effectivement le rire, il a de ses racines dans l'histoire de chacun, dans la culture de chacun. Et le rire de l'homme noir, de celui qui a été colonisé, esclavagisé, il a euh, forcément une une racine dérangeante. Et je pense que je ris. Je pense que la première chose à faire, c'est rire de soi. Donc j'ai commencé à rire de moi-même. Et puis après, voilà, j'ai à partir du moment où j'étais au clair avec le fait que je pouvais vraiment rire de ma personne, je pourrais rire de tous les sujets
Et donc c'est ce que j'ai fait avec, je vous dis, cette histoire qui est tout à fait particulière quand même, puisqu'on est très peu nombreux dans les humoristes à avoir cette double culture afro-descendante et française en même temps. Ok, tu la sens toujours? Est-ce que, enfin, évidemment, tu la sens toujours, mais est-ce que c'est toujours un combat que tu veux porter aujourd'hui, ça, ou ça a un peu changé, ça a été modifié au fur et à mesure là? Alors, ben, en fait, je suis à la fois en France et à la fois au Cameroun, et bon, j'observe des situations vraiment folles, quoi. Une population comme la population pygmée qui est en train de disparaître. Il faut savoir que c'est cette civilisation, parce qu'on peut parler de civilisation, elle a pas loin de 100 000 ans. Elle était là bien avant les autres civilisations. Ils sont toujours là. Ils sont en train de disparaître à cause de l'alcool, à cause de la privation d'espace vital. Euh, on les a, on les a chassés de leurs espaces habituels. Donc ils sont aujourd'hui dans une situation incroyable. Et puis lorsque je vois cette réalité, lorsque je les vois dans la forêt, il y en a encore certains qu'on peut voir. Euh, je me dis c'est fou. Ce qui est en train de se passer, c'est d'une tristesse infinie. Et pourtant, j'arrive à rire avec eux. Bon, ils préfèrent boire maintenant, la plupart de ceux que j'ai pu croiser. Mais c'est une partie de ma culture, quoi, parce que c'était eux les pygmées dans cette forêt, qui nous ont appris à nous soigner. Qui nous ont appris la médecine, qui nous ont appris le théâtre, le chant. Et de les voir disparaître, ben voilà, mon humour, il vient aussi de ce constat qui est il faut rire malgré la situation extrêmement dramatique que l'on traverse. Alors chaque voyage au Cameroun, c'est terrible. Là, j'ai encore dans mon village un jeune homme de 22 ans qui est mort d'une crise d'appendicite, péritonite. Bon, d'hôpital, pas de truc. Bon, il est mort. Et c'est sûr que lorsque l'on est confronté à cette réalité, ben le rire il est différent, et on rit parce que la vie elle est en tout cas là-bas en Afrique, elle est fragile, et il faut rire. Donc ici c'est on arrive à se maintenir en vie assez longtemps, à se soigner, même si c'est de plus en plus difficile de se soigner convenablement. Avec les problèmes que rencontre Thierry Casasnova, par exemple, c'est hallucinant. Un homme qui prône la médecine naturelle et qui se voit montré du doigt comme un gourou de secte. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Pour le connaître, je peux vous dire que c'est tout sauf un gourou. Les gourous, c'est l'institution sanitaire française qui nous dit va te faire vacciner, alors que nous on sent qu'on n'a pas envie de le faire. Moi, je faisais partie des gens qui étaient très dubitatifs, pour ne pas dire réfractaires à cette vaccination obligatoire. Euh, bon, je suis persuadé qu'on peut se soigner avec des moyens naturels. Et d'ailleurs, bon, pour revenir en Afrique, là-bas, en tout cas, il n'y a pas le choix, puisque c'est encore la médecine traditionnelle. Donc c'est tout ça pour dire que euh, le monde, il est en pleine évolution, il est au bord du chaos aujourd'hui, avec ces guerres en Ukraine, au Moyen-Orient. On sent bien on parle de plus en plus de confrontations nucléaires et tout ça. Je crois qu'on est arrivé au bout d'un mensonge, et qu'il est urgent de rire et de faire rire. Moi, je me considère comme le pianiste qui était dans le Titanic, et qui continuait à jouer alors que le bateau s'enfonçait dans l'eau, quoi. C'est un peu le sentiment que j'ai, là. Ok. Et comment t'expliques que certains sont vraiment capables de faire un détachement de eux-mêmes et de leurs propres souffrances ou alors, des souffrances qu'ils ont vécues pour rire, pour en rire, tu vois, qu'ils ont ce détachement, et d'autres sont incapables de le faire. C'est typique un petit peu de l'humour noir, hein. Tu vois, il y en a je trouve qui le manie très bien. Je pense à un Jérémy Ferrari par exemple qui est très bon dans l'humour noir. Il faut avoir ce détachement. Parce qu'en fait, dans le fond, c'est pas drôle.
Tu vois, je veux dire, si on prend Non, non, c'est les sûr. textes du humour noir, c'est pas drôle, tu vois. Mais avec la bonne tournure, on peut arriver à en rigoler. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que certains sont capables de faire ce détachement et certains sont pas capables? C'est parce qu'ils sont sortis de leur souffrance? Peut-être, mais je pense qu'il y a une sorte d'élégance, moi, à rire une sorte de panache, à réussir à trouver le rire dans des situations compliquées. Moi qui travaille dans cet univers depuis un certain nombre d'années, je peux vous dire qu'on rit beaucoup dans les prisons, aux urgences, dans les morgues, derrière. Pour continuer à faire, à travailler dans des univers aussi hostiles, ben, il faut trouver le ressort comique. Euh, je discutais avec des gens qui travaillent dans les urgences, dans les hôpitaux, qui se retrouvent dans des situations extrêmement dramatiques, avec les familles qui sont là, qui attendent alors que bon, c'est terminé, que il y a eu un accident, et que les corps sont particulièrement abîmés. Et ils me racontaient que avec leurs collègues, pour vivre, pour survivre, il fallait rire à un moment donné, quoi. C'est un peu comme une soupape. Alors on peut dire que c'est de l'humour noir, mais ça dépend où on se trouve, à quel moment, dans quelle situation, dans quel contexte. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que ça donne de la profondeur au rire, et ça lui donne de la force. Mais il y a aussi un rire de surface qui peut de temps en temps me convenir, comme j'ai passé des bons moments à rigoler avec Jean-Marie Bigard sur des choses et des thématiques beaucoup plus légères. Hmm. J'en avais discuté un petit peu justement, c'est intéressant ça de voir, tu vois, dans les hôpitaux, les médecins. Alors c'était avec Paul Mathieu, le doc, qui est venu 2 fois sur ce podcast dans le passé. Je lui demandais mais comment tu fais, tu vois, comment tu fais les blagues, est-ce qu'elles sont vaseuses, est-ce qu'il faut éviter les blagues quand toute la journée t'es aux urgences. Il y a vraiment ce truc de se dire, c'est pas parce qu'on en rit qu'on ne respecte pas les malades ou qu'on ne respecte pas la famille. C'est parce que c'est aussi une façon de s'échapper de cette situation mentalement, de se protéger, pour pouvoir être capable d'affronter les prochains jours avec d'autres maladies, avec d'autres blessés, avec d'autres morts probablement. Donc ça veut et tu vois, alors on peut faire un petit parallèle, mais en se disant que euh, de la même façon qu'un médecin ferait des blagues ou en tout cas s'échapperait, c'est pas parce qu'il ne respecte pas, et c'est pas parce qu'on rigole de choses qui sont graves, forcément, qu'on ne respecte pas le problème, mais c'est peut-être parce qu'on essaie de s'en détacher tout en le voyant tel qu'il est, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais, ouais, mais si tu veux, moi j'ai l'habitude de discuter avec des gens qui font des métiers souvent je m'arrête et je discute avec eux. Par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec un gendarme. C'était un peu le spécialiste de la découverte des corps, alors que ce soit des pendus ou des accidents de la route et il m'expliquait qu'il y a une partie de ses collègues qui n'aimaient pas ce type de boulot, et que il y en a qui vomissent, il y en a qui se sentent pas bien. Et puis lui, il a réussi, et ils sont 2 ou 3, et je pense que c'est ceux qui ont le plus de recul et qui arrivent à se faire des blagues, qui arrivent à faire le job, parce qu'autrement, oui, c'est très, je crois que c'est très compliqué, même pour ceux qui se lancent dans ce genre de profession. En général, il y a une mise on va dire, enfin, il faut rentrer dans l'esprit de ce type de fonction. Moi, je suis vraiment toujours admiratif de ces métiers de l'extrême en termes d'émotion, en termes d'ascenseur émotionnel, et qui arrivent à trouver leur équilibre. Et je passe beaucoup de temps en général à discuter avec eux, et ils me donnent des idées pour travailler sur mes sketchs. Mais effectivement, à aucun moment il y a un manque de respect. C'est c'est prendre de la hauteur, dézoomer, et le rire est là pour valider un petit peu cette distance. Voilà. Et je pense que ce sont des gens qui, en plus de ça, pour la plupart, aident les autres, sont dans une mission de secours, dans une mission d'assistance, d'aide. Donc ce sont des gens
voilà, qui doivent réussir leur mission et en même temps sauvegarder leur équilibre émotionnel. Ouais. Et toi, quand t'écris tes spectacles, est-ce que tu te mets des fois dans des émotions comme ça, de colère, de tristesse, euh, Oui, de haine oui, aussi peut-être? là par exemple, je parlais des pygmées, j'avais fait un sketch sur les pygmées, un sketch très noir dans tous les sens du terme d'ailleurs, et il y a de l'émotion quand je vois ces frères en humanité, ces gens qui sont dans la forêt depuis toujours, qui ont permis à mes ancêtres de s'y installer et de survivre, et de les voir disparaître, c'est une charge émotionnelle très très forte parce qu'ils ont des sourires tellement puissants, ils ont des regards tellement puissants que ils touchent directement, j'ai l'impression, à l'intérieur de votre esprit quand ils vous regardent. Un pygmée, avant de sourire, il faut plusieurs jours. Et puis il va sourire sur une chose qui va vous surprendre, une fourmi, je ne sais pas quoi, qui se trouve sur votre bras. Il va regarder la fourmi puis il va s'amuser. Mais autrement, on est dans une société où les gens, par politesse, se forcent à sourire. C'est-à-dire qu'on dit bonjour madame avec un sourire. Là-bas, dans la nature, dans la forêt, qui est un endroit assez hostile, si on y prend garde, le sourire n'est pas utile. Enfin, il y a pas. Donc on se croise, on se sourit pas, on se regarde. Et c'est vrai que c'est étonnant et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça repositionne aussi pas mal de choses. Donc bon, moi, mon métier, c'est de faire rire, de faire sourire, et euh, et donc je sais que c'est quelque chose qui doit venir de non pas des convenances, même s'il y a des rires de politesse pour certains humoristes, c'est triste. Moi, je cherche pas ce rire-là, quoi. Je cherche un rire qui touche. Et comment tu fais pour savoir, quand t'écris une blague, euh, que ça va être suffisamment choquant, entre guillemets, pour arriver à le tourner peut-être en dérision et à faire rire, et ou quand ça va être trop choquant, ou quand ça va, ou en fait quand ça va plus être une blague. À quel moment tu te dis tiens là je vais trop loin, là je vais pas trop loin. C'est quoi qui justifie? C'est le, c'est que C'est-à-dire c'est que trop vrai, c'est que c'est pas assez vrai. je suis le modérateur de mes propres inspirations. Donc, je sens le gros avantage d'avoir un public en face, c'est qu'on est dans le réel. Quand je suis derrière ma feuille de papier, je sais pas, j'avance. Et puis quand je joue mon spectacle, là, je suis tout d'un coup confronté au réel, aux réactions des gens. Et encore une fois, je pense on est très peu à faire valider notre travail par par un public. Et il faut être donc dans le spectacle vivant. Moi, je suis auteur, interprète de mes. Donc je suis, on appelle ça un humoriste, un one man show, un comique, ce que tu veux. Mais en tout cas, je suis à ce moment-là en direct face à des gens. Et là, j'ai vraiment la sensation que c'est encore une phase de travail qui est là pour fixer les choses. Et donc, c'est avec le public en fait que les choses se fixent. Et c'est un peu ensemble entre l'interprétation, le texte et les rires que les choses se mettent en place et deviennent se gravent en fait dans le marbre de ce que sera un spectacle, un sketch. Donc c'est vraiment très intéressant et passionnant le métier d'auteur de spectacle vivant parce que c'est vivant jusqu'au bout. Ça touche au Et réel, donc ouais. ouais. Et c'est très différent d'un auteur, d'un intellectuel, d'un qui est tout seul en fait dans sa réflexion. Là, à un moment donné, on est dans un partage et avec une réaction qui est le rire, qui est une réaction puissante. Euh, j'étais très copain, ami, frère avec Stéphane Blais, qui est pianiste, lui. Et lui, il me disait, c'est l'inverse. Il me dit, quand les gens se mettent à rire, bon, ça veut dire que faut que t'arrêtes ce métier, quoi. Donc, c'était dans les silences qu'il trouvait, lui, sa communion.
Moi, c'est l'inverse. Et dans la qualité des rires, des sourires, je les ai tous visités, ces rires, et même dans les silences, on a des rires de silencieux. C'est magique. Bon, je ne peux qu'encourager ceux qui veulent se lancer dans cette aventure, parce que c'est vraiment une vie extraordinaire. Hmm. Mais t'as vu quand même, depuis les années 90, les années 2000, on parle de plus en plus de sociétés, d'offusqués, de sensibles. Bon, on compte plus le nombre d'humoristes maintenant, et je pense que t'en fais partie, qui sont d'accord pour dire que ce que faisait un Coluche à l'époque, aujourd'hui, s'il le faisait, ça serait quasiment pas possible, il serait censuré probablement. Euh, donc toi, au fur et à mesure des années, est-ce que t'as dû... J'ai l'impression que non, tu vois, parce que t'es quand même, je veux dire, t'y vas, quoi. Mais t'as dû un peu adapter ton écriture, tes blagues, aux époques, au fait que les gens étaient de plus en plus offusqués sur ce qu'on disait, à juste ou à mauvais titre, hein, ça, je veux dire, chacun jugera. Moi, je pense que moi j'ai amené le rire jusqu'à mon extrémité, en tout cas, c'est-à-dire les condamnations, le bracelet électronique, la prison. Donc je suis pas encore en prison, mais j'ai été condamné. Donc je pense avoir fait mon travail, et avoir amené le rire jusqu'où je pouvais l'amener. Et pardon, j'ai un... Hop, Ouais, non, c'était une erreur. J'ai amené le rire, ouais, vraiment au plus loin. Et donc je me trouve dans une situation aujourd'hui où je ris, et j'arrive encore à rire dans le cadre dans lequel qui m'a été imposé, quoi, parce que le cadre s'est resserré autour de moi. Les menaces, je l'ai dit, hein, à tous les niveaux, puisque Valls m'avait donné un peu le plan de vol. Donc nous allons utiliser tous les moyens pour faire taire cette personne, donc les moyens fiscaux, judiciaires, les interdictions. Donc j'ai à peu près tout l'arsenal d'État, tous les leviers ont été enclenchés pour me faire taire. Je continue à jouer dans mon bus, dans les champs, dans certaines salles. Euh, bon, donc je m'adapte. Je pense qu'on ne peut pas arrêter le rire. Mon rire, en tout cas, c'est comme un vent qui passe. On n'arrête pas le vent. J'ai inspiré un certain nombre de jeunes artistes, et puis je ne sais pas où les choses vont s'arrêter. Je suis quand même, j'arrive à la pré-retraite, on va dire là. Donc j'ai ma petite cabane au Cameroun. J'y suis bien là-bas. J'ai encore quelques années à faire rire. Je pense que je continue à faire rire parce que j'ai déjà une très grande expérience dans cette profession, et puis je vois pas comment on pourrait limiter ma capacité à faire rire, dans la mesure où je ris de moi, je ris même de ce qui peut m'attendre en prison, tout ça. J'ai pas peur de tout ça, quoi. J'ai pas peur des menaces, j'ai pas peur des menaces de mort aussi. Donc je veux quitter cette société et ce monde en riant, et accomplir une œuvre complète autour de ce vecteur qui est le rire et l'humour. Je suis vraiment un pèlerin de la farce et du bonbon. Je suis pas humoriste parce que je savais pas quoi faire. Ouais, c'est vraiment une destinée, donc Oui, destinée à c'est devenir ça. un peu le dieu de la blague. Michael Youn Ouais, ouais. avait bien vu. Alors le dieu de la blague, non, il y en a qu'un, mais bon, en tout cas, le serviteur d'un. Moi, je suis chrétien. J'ai toujours été inspiré par le parcours de celui qui nous inspire. Les chrétiens, c'est un parcours de christique. Le suivre, c'est effectivement s'exposer à la haine absolue. Mais bon, quoi d'autre, quoi de plus beau que le panache d'un Jésus, surtout dans l'époque que nous traversons, quoi. Un homme qui sait dire pardon, qui sait pardonner, et qui sait avancer dans la paix intérieure ultime, quoi, la paix éternelle.
Donc c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est un modèle pour moi, effectivement, et donc enfin c'est un modèle. Je m'inscris dans ce chemin, mais bon, avec évidemment mon statut de pêcheur, on appelle ça comme ça, mais je sais pas si c'est vraiment, en tout cas mon statut d'homme humain avec ses défauts, ses qualités. Mais c'est sûr que c'est ce qui me fait vraiment, ce qui me fait vibrer, c'est ce panache qui transcende tous les intérêts économiques, toutes les peurs, quoi. C'est pour la beauté du geste, quoi. Hmm. Et est-ce que le fait que t'aies été, qu'on ait voulu te censurer, qu'on ait voulu te faire taire, est-ce que maintenant, a posteriori, t'as l'impression que t'en as rajouté un peu, que tu t'es cherché un peu le truc de temps en temps, que c'était une position dans laquelle finalement tu te disais, ben, je suis plus ou moins confortable là-dedans parce que je pousse. À quel point, c'est toujours la question, hein, à quel point c'est un complot, entre guillemets, ou à quel point tu penses avoir une part de responsabilité là-dedans. Et c'est Ah oui, une vraie oui, question neutre. Hein. non, non, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'était à l'origine de ma demande de pardon à des gens qui auraient pu être blessés. J'ai pu commettre des erreurs, j'ai pu me glisser dans l'outrance en répondant à l'outrance, bien sûr. Bien sûr, j'ai connu des êtres raffinés. Il y en a très peu. J'en ai rencontré très très peu dans ma vie, et j'ai parfois manqué de raffinement. Bon, et donc pour ça, pour ces fautes, pour ces fois où j'ai pu blesser, choquer, heurter des gens, ben, j'en suis sincèrement désolé. Et bon, je crois l'avoir exprimé. Bon, je le fais sans aucune, je le fais avec joie parce que je pense que demander pardon, s'excuser, c'est une grâce. Et d'où vient cette envie, dès le départ, d'être un peu anti-système, de vouloir sortir un peu des clous. On a tous en tête le passage, c'était sur France 2, sur France 3, je sais plus, enfin chez Fogiel, Ouais. le sketch qui a un petit peu tout fait basculer. Mais d'où ça vient parce que maintenant tu fais partie, tu vois, Dieudonné, c'est la censure. Dieudonné, c'est celui qui n'apparaît plus nulle part, c'est celui qui se produit justement dans des vignes, dans des petites salles, dans des caves, des choses comme ça, et qui dérangerait le système. Et tu t'es un peu placé comme ça aussi. Elle est où l'origine? J'ai essayé, hein, tu sais, quand j'ai fait mes recherches, j'ai essayé de creuser, j'ai essayé un peu de regarder qu'est-ce que, tu vois, bon, après, on fait pas en quelques jours, on peut pas connaître la vie de quelqu'un sur plusieurs années. Mais j'ai pas réussi à comprendre d'où c'est que ça pouvait venir de vouloir te sortir du système comme ça, ne serait-ce que médiatique. En fait, ce système, moi, je n'en fais pas partie, je n'en ai jamais fait partie. J'ai toujours fait partie. J'ai retrouvé, alors, avec les Gilets jaunes, quelque chose qui ressemblait au génie français, quelque chose qui me touchait. Mais autrement, être dans le système politico-médiatique, star system, tout ça, je n'en ai jamais fait partie. Tout simplement parce que ça ne me plaisait pas et que je ne m'y sentais pas à l'aise. J'ai eu la chance par rapport à certains qui cherchent à y rentrer par l'intermédiaire de Ellie, puisque j'ai commencé en duo avec Ellie Semoun. Ben, je suis rentré un petit peu dans cet univers-là, mais ça ne m'a pas du tout plu. Euh, le rapport entre les personnes, l'état d'esprit, le rire. Moi, je ne voulais pas que mon rire euh, soit soit ce rire qu'on me proposait, quoi. Donc je voulais rire d'autre chose. Alors c'est pour ça que après il y a ce sketch chez Foziel. Oui, mais c'était une étape, mais c'était déjà bien avant, si vous voulez, que ça a été le moment où effectivement j'ai touché au sujet du sionisme et de la colonisation, notamment de territoires comme en Cisjordanie. C'est là où j'ai un sketch relativement moyen, faut être honnête, mais j'ai voulu effectivement m'amuser devant un Jamel Debbouze complètement starisé,
simplement lui rappeler un peu d'où il venait. Et alors lui est marocain, mais il vient quand même d'un peuple qui soutient de manière inconditionnelle le peuple palestinien. Et c'était intéressant de voir face à un Fogiel euh, amusant. D'ailleurs, dans cette émission Fogiel, suite à cette émission, il a fait construire un SMS où il parlait de l'odeur des Noirs. Il a été condamné. Lui et France Télévisions, ils n'ont pas fait appel, donc il est définitivement condamné. C'est assez amusant parce qu'il, dans ce SMS, il disait Dieudonné, ça te ferait rire si on faisait un sketch sur l'odeur des Noirs. Et la personne qui a créé ce sketch l'a fait à la demande de Marc-Olivier Fogiel. Il se trouvait que bon, il y avait une personne qui était témoin de tout ça et qui et donc il a été condamné. Et c'est quand même extraordinaire parce que moi, c'est sur l'argument de mes condamnations que l'on m'interdit d'être d'être dans les médias, et lui qui est condamné pour racisme anti-noir, eh bien, il est directeur général d'une chaîne d'infos aujourd'hui. C'est amusant. Et ce deux poids deux mesures, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à à le constater. Et voilà, il y a en France un malaise, il y a une mafia qui tient les médias et qui fait les politiques. Et cette mafia, elle ne s'assume pas, on n'a pas le droit d'en parler. Alors encore une fois, je voudrais être très clair, il ne s'agit pas des Juifs dans leur ensemble. Non, il y a les Juifs qui appellent à la dissolution du CRIF, de la LICRA, qui eux sont des organismes dangereux, des organismes sectaires, des sectes, qui ne représentent pas les Juifs, qui se servent des Juifs comme d'un bouclier humain et qui avancent tapis dans l'ombre, couverts de bons sentiments, de droits de l'homme, d'antiracisme, et qui en fait sont les derniers des racistes. Ça, Je tu pense l'as au vu. CRIF. Ah bah oui, Ouais. je pense au CRIF par exemple, qui est. Moi, j'ai été insulté. J'ai été insulté par ces gens-là, menacés de mort. Euh, et donc, je sais à quel point ils sont dangereux, et je sais à quel point la France, malheureusement, est entre les mains, on va dire, de cette mafia au niveau institutionnel. C'est terrible. Pas le peuple, bien sûr, pas le peuple. Mais aujourd'hui, si on veut faire de la politique, il faut être soutenu par des médias. Et donc ces médias appartiennent à une mafia qui encore une fois, n'a rien à voir avec les Juifs et pourtant, le CRIF se prétend être le représentant des institutions juives de France, ce qui est un scandale. Je suis plus juif que ces gens-là. Alors, j'ai absolument rien de juif, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je suis plus juif dans la mesure où je suis extérieur totalement à, à cette haine, et je pense qu'il y a beaucoup de juifs qui n'ont rien à voir avec cette fabrique de haine anti-juive. C'est hallucinant, quoi. Il y a le chantage à l'antisémitisme est devenu on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe avec LFI. Pourtant, j'ai rien à voir avec ce mouvement. Ils me crachent à la gueule depuis des années. Et ils me traitaient d'antisémite. Et maintenant, c'est eux qui sont devenus l'organisation antisémite de France. Simplement parce que, ils ont eu une position modérée, pour ne pas dire objective, sur le conflit israélo-palestinien. Hmm. Bon, quand tu reçois tes premières menaces de mort, ou en tout cas tes premières menaces, tu te souviens quand c'était? Comment t'as des exemples? C'est quoi de recevoir des messages de Ben menaces, moi des menaces de mort? j'en ai eu dans tous les sens des menaces. Au départ, en 97, bon, je n'avais pas vraiment de conscience politique, si ce n'est la liberté d'expression et le combat contre l'antiracisme. Donc j'étais plutôt étiqueté de
de gauche et même si plutôt écolo d'ailleurs parce que j'étais plutôt attiré déjà par la nature et la forêt africaine et donc je m'entendais bien avec les écolos. Et puis j'étais dans une région à Dreux où il y avait le Front National. Et donc je m'étais dit tiens ça serait amusant de se présenter pour voir comment ça se passe. Je n'avais absolument aucune intention de devenir député ou quoi que ce soit. J'avais une carrière entière, c'était en 97, d'humoriste à mettre en place. Et puis voilà, j'ai rencontré là des gens, un univers extraordinaire de la politique, avec des gens euh, sincères parfois, des gens qui avaient plein d'idées, plein de bonne volonté. Puis avec le temps, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des gens que j'ai rencontrés, des jeunes gens, sont tous devenus des carriéristes, des gens qui ont tout de suite sont montés dans l'échelle sociale avec des salaires de conseillers municipaux, de députés. Alors là, c'est carrément des fortunes, sénateurs. Et je me suis aperçu que c'était un univers où, encore une fois, c'était l'âpreté au gain et au statut social qui était prédominant. Et donc, moi, pour gagner de l'argent, je préférais continuer à faire métier Faire de du l'humour. spectacle. Ouais. Ouais. Ouais, Je mais sais tu plus quelle penses était que... la question. Non, non, mais je me souviens plus non plus, mais il y en a d'autres qui me viennent. Tu penses que... Mais tout le monde dit de toute façon c'est la nature humaine qui est comme ça. Le pouvoir. Ouais, c'est ça. Le Alors, pouvoir, la puissance, le statut. ouais, Qu'est-ce que ouais, tu veux lutter contre ça? ouais. C'est Claude Nougaro qui fait partie des rares artistes que j'ai pu côtoyer et qui était un peu mon maître des mots. Euh, il- Dans son dernier album, il disait tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tanks. Qu'il y aura des hommes, il y aura des tanks. Qu'il y aura des hommes. Et c'est tout le texte. C'est tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tanks. Qu'il y aura des hommes. Et c'est et plus j'avance et plus je me dis effectivement, est-ce que la nature humaine n'est pas n'est pas faite pour se ne va pas dans une seule direction, c'est l'autodestruction, c'est possible. Et en même temps, il y a des paroles comme celles de Jésus, comme celles de plein de prophètes de par le monde. Moi, j'ai grandi dans cette tradition, mais quand je discute avec un musulman, avec un bouddhiste, avec toutes les religions là, en général, il y a une parole très inspirée qui est là pour montrer qu'il y a une autre dimension dans l'être humain. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas parvenus à faire en sorte que cette dimension soit devenue une règle de vie, quoi. Alors peut-être qu'on en est à l'adolescence de notre espèce et que peut-être qu'on va évoluer. Ben, le problème, et c'est là où tout le monde se rejoint un petit peu par rapport à ce système, si on met des gros guillemets sur ce mot-là, sur le pouvoir, sur l'intérêt, sur la croissance, c'est que plus ça va, plus ça risque d'éteindre une civilisation qui est la nôtre. Voilà, on pense forcément à des gens Covici qui essayent de tirer la sonnette d'alarme. Il y en a d'autres. Euh, jusque là, ben on râlait que l'être humain, entre guillemets, cherche le pouvoir et une fois il essaye de sauver le pays, il essaye de sauver quelque chose, et puis finalement il devient un peu corrompu et puis c'est tout est pour son intérêt personnel parce qu'à un moment donné on sauve ses fesses et puis on engrange et puis voilà. Jusque là ça présentait pas enfin ça présentait un problème, mais là où ça commence à devenir un énorme problème, c'est qu'on commence à se dire que plus ça va peut-être détruire la planète. Bon voilà, moi je suis pas un écolo. Euh, je le deviens à force d'écouter, à force d'essayer de me renseigner. Alors je deviens pas écolo, je deviens sensible aux thématiques écologiques, tu vois. Et donc le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est on courirait vers une destruction de la planète et donc de la civilisation humaine. Ouais, en gros. Ouais, ouais, alors moi c'est comme toi. Moi j'ai une relation à la nature qui est je peux pas l'enfermer dans écolo ou en tout cas ce que je peux te dire c'est que elle amène beaucoup de réponses la nature en fait quand tu t'interroges en tout cas dans cette forêt équatoriale africaine là c'est vraiment extraordinaire. Je pense que dans le désert dans certains mais c'est vrai qu'on a
Les pygmées considèrent que au-delà de 30 individus, il faut se séparer parce que on blesse la nature. Euh, et j'ai l'impression que les grandes villes ne sont pas humaines et qu'elles fabriquent des maladies en termes de mental et que les gens qui vivent les uns sur les autres dans ces grandes villes se coupent complètement de la nature et je pense que ce n'est pas une bonne direction et là-dessus les pygmées avaient certainement raison. On retrouve d'ailleurs dans le discours des Indiens d'Amérique ou des aborigènes un peu la même vision. C'est-à-dire qu'au-delà de 30 individus, on se sépare, on met des campements un peu plus loin. Euh, je, les pygmées, pareil, ne sont pas, ils sont passés, ils ont refusé de passer du stade de la cueillette et la pêche et la chasse à l'agriculture. Ils disent si on doit trouver, il y a tout dans la forêt, si on veut trouver, eh bien, mais il faut juste bouger, faut prendre un petit baluchon puis aller chercher du blé, des ananas. Il y a tout, mais c'est pas tout au même endroit. Et l'idée de domestiquer la nature et d'en faire quelque part, on va dire un instrument pour ça. Ça a certainement aussi donné à l'homme une vision de lui-même, un positionnement dans cette nature qui n'était pas conforme à la réalité. J'ai la chance, encore une fois, de pouvoir côtoyer des gens qui vivent en harmonie totale avec la nature, au Cameroun, et c'est intéressant. C'est intéressant. Alors je dis pas qu'ils ont raison, et je dis pas que de toute façon ils sont en train de disparaître et qu'ils seront remplacés peut-être ou pas. Je sais pas comment les choses vont se passer, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est possible. On peut quitter en très peu de temps ce système et revenir à un système différent. C'est possible. Je le sais parce que je l'ai vu. Alors je dis pas que j'en suis capable puisque moi je parle plutôt d'énergie plutôt solaire. Je prends donc c'est pareil quoi. Profiter de la technologie moderne, c'est pas vraiment vivre comme eux, mais je pense qu'il y a un moyen entre les deux de s'aménager un petit sas, on va dire, dans lequel, parce que là, j'ai vraiment la sensation dans nos sociétés que on devient fou. Euh, on avait écrit un spectacle, La cage aux fous, là, qu'on devait faire au Zénith, et je crois que vraiment ce spectacle, il est dans la vie et que la réalité a largement dépassé la fiction. Ouais, c'était quoi ce spectacle? Tu l'avais écrit avec qui? C'était avec Francis Lalanne. Francis Lalanne okay. qui est fou et mais qui lui a connu ce milieu-là beaucoup mieux que moi, hein, parce que moi encore une fois j'en ai jamais vraiment fait partie. Lui a vraiment été un artiste du système et je crois que c'est au moment des vaccins là il a quitté complètement le système parce qu'il était anti-vax. Et puis, on s'est rencontrés à partir du moment où il était lui aussi ostracisé et montré du doigt comme un dangereux personnage. Tu penses... alors, tu vois qui c'est, Julien Rochdy, ou pas? Oui. Ouais. De nom, enfin, je le connais pas personnellement. J'ai enregistré un podcast, là, il y a pas si longtemps avec lui, qui sera déjà sorti depuis quelques semaines, qui sera déjà publié, qui a une réflexion intéressante, une espèce d'aboutissement sur toute cette réflexion qu'il a eue dans son dernier livre, sur Homme et sous-homme, d'une espèce de méga machine qu'il va falloir essayer de renouer avec la nature, parce qu'on s'en est trop éloigné, et à force de trop s'en éloigner, on perd le sens de ce qui est vraiment important, on perd le vrai sens des choses. Et on en vient à du nihilisme. Il parle beaucoup de nihilisme, le fait vraiment de vouloir presque s'autodétruire, et que ça proviendrait aussi du fait qu'on se soit tellement écarté, tellement éloigné de la nature. Alors de la nature physique, mais aussi de sa propre nature. Bon, évidemment, il ne t'aura pas échappé que en Occident, avec tous les
avec toutes les débats sur le progressisme, sur les changements de sexe, sur le genre qui est changeant, tout ça. Bon, le, le gros argument des conservateurs, c'est de dire mais en fait tout ça n'est absolument pas naturel, c'est pas génétique, c'est pas biologique. On en vient à faire des trucs qui sont complètement hors de pensée. Comme être non-binaire, je sais pas, mais aujourd'hui je sais pas ce que c'est qu'être non-binaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis une femme, demain je suis un homme. Je n'arrive pas à le concevoir. J'aimerais bien comprendre, mais j'arrive pas à le concevoir parce que c'est trop éloigné de qui on est, de qui nous sommes. Et ça engendrerait des comportements de nihilisme qui vont venir petit à petit détruire l'homme, rendre l'homme de plus en plus perverti, de plus en plus névrosé, et qu'il faudrait revenir à la nature et à sa nature génétique, sa nature biologique. Est-ce que ça te parle? J'ai cru t'entendre sur une interview que toi aussi, tu avais un petit peu du mal avec tous ces sujets-là. Alors, c'est vrai que, bon, moi, comme je te l'ai dit depuis le début de cette discussion, je fais des allers-retours maintenant de plus en plus fréquents avec le Cameroun où l'homosexualité est interdite dans l'espace public. Donc, c'est sûr que sur le plan culturel, on passe dans un autre univers, quoi. C'est-à-dire que en France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on a aujourd'hui un ministre de l'Éducation homosexuel qui se montre dans la presse avec son époux. Ça n'a absolument rien à voir, quoi. On est dans la promotion du LGBTQ+, c'est même une propagande. Il est très compliqué d'émettre un avis contraire, enfin pas contraire même, hein, juste amener de la dérision sur le sujet. Moi, je suis pour la liberté, mais au nom de la liberté, des gens se sentent xéno-renards, par exemple, et alors pourquoi pas, mais moi, on m'interdit de faire des blagues. Moi, je pourrais trouver que c'est une insulte au genre humain que de se balader avec quand on est un homme, avec des nichons et une queue de renard. Mais là, c'est un choix. On sent bien effectivement que nous sommes dans un moment de chaos moral. Enfin, encore une fois, je veux pas être moralisateur puisque moi, je pense que chacun a le droit de faire exactement ce qu'il a envie de faire. Et je veux pas être celui qui donne des leçons. Mais on va pas me donner des leçons à moi non plus. Je crois que ces histoires de propagande LGBTQ+, là, c'est le début, effectivement, de la fin de la suprématie culturelle mondiale de l'Occident. C'est-à-dire que aujourd'hui, en Afrique, par exemple, il y a tout un tas de films qui sortent d'Hollywood où on voit des couples homosexuels, tout ça. C'est interdit. On peut plus les voir à la télé. C'est-à-dire que c'est une rupture. Il y a une rupture qui est faite, alors que jusqu'à présent, Hollywood s'était emparé du monde culturel. Là, c'est fini. C'est terminé. On n'en veut plus, en fait. Les Africains ne veulent pas de ça. Et c'est tout le monde, hein. C'est tout le monde. C'est pas, alors qu'ici, par exemple, les Français acceptent que dans les films pour les enfants, par exemple, acceptent que dans les enfants, dans les cours dans les écoles, il y ait des drag queens qui viennent expliquer, peut-être pas un garçon, peut-être pas de fille, peut-être un renard. Enfin, bon, je suis persuadé qu'il y a de la souffrance aussi sur ces sujets-là et que elle est respectable. Jusqu'à présent, ça se passait en coulisses. On a décidé de mettre ce débat à la tribune médiatique et je pense que ces pauvres personnes qui souffrent sont les tirailleurs sénégalais, on va dire, d'une politique de déstabilisation générale. C'est-à-dire que je, je n'ai absolument rien contre ces gens et vraiment je ne sens pas capable de leur donner une quelconque leçon de morale. Par contre, ils vont pas me donner de leçon de morale non plus. Je ne veux pas que ils donnent,
qu'ils apprennent à mes enfants ce que c'est que la vie de famille et non, j'ai pas envie qu'ils leur expliquent que peut-être ils sont pas des garçons, peut-être ils sont pas des filles. Non, j'ai pas. Je préfère prendre mes enfants et les amener en Afrique. Si c'est ça l'éducation française, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent, qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais bon, mais bon. C'est-à-dire que Là, ils ouais. subissent. L'argument, je pense, si je me fais un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire Ouais. il y a tellement eu d'oppression sur ces minorités. Alors on parle des homosexuels là, ou on parlerait peut-être des transsexuels aussi. Il y a eu tellement d'oppression qu'il y a cette idée de se dire maintenant, il faut montrer que c'est pas grave quand ça arrive. Il faut montrer qu'il faut l'accepter, qu'il faut être tolérant, ce qui en soi est plutôt Oui, bon. oui, Moi, je oui. pense. Alors, il y avait ce film Harvey Milk avec Sean Penn dans les années, je sais plus. Tu sais, je sais pas si tu l'avais vu, Harvey Milk. C'était un personnage qui avait aux États-Unis dans les années, je sais pas combien, qui avait manifesté, qui avait fait en sorte d'améliorer les droits des homosexuels. Je pense que derrière cette idée, il y a un peu une espèce de révolution pour essayer de se faire accepter, pour essayer de ne plus euh, mais comme beaucoup de peuples, tu sais, qui se sont manifestés pour essayer de faire entendre leurs droits. Et si on pousse le bouchon jusqu'au bout, Être un on arrive peuple, en... je veux dire, un peuple homosexuel, c'est pas, ça existe. Enfin, c'est quoi, il y a des homosexuels partout. Il y en a partout, mais ça n'a jamais fait un peuple. Je veux dire, même s'il y a beaucoup d'amour, ce qui en sort, ça n'ira jamais à la maternelle. Ce que je veux dire, ça existe. Donc, je veux dire, c'est pas, c'est, au Cameroun, on va un peu loin. Mbeng, ça veut dire c'est la sorcellerie. Bon, alors ok, c'est pas la sorcellerie, mais c'est mieux que ça se passe, que chacun fasse ça à l'intérieur de son domicile ou dans un lieu privé. Là, j'ai vu qu'il y a un groupe homosexuel qui est enfin qui demande des réparations parce que entre 1942 et 1985, il y a eu tout un tas de d'homosexuels qui ont été parce que c'était interdit ou je sais pas quoi, en tout cas, ils ont été condamnés parce qu'ils avaient des rapports dans des bars, je sais pas quoi, homosexuels. Et donc ils vont essayer de faire passer une loi pour dire que c'est pas possible qu'on ait condamné des homosexuels euh, dans des lieux privés. Bon, moi, dans les lieux privés, vraiment, je trouve qu'ils ont raison parce que chacun fait ce qu'il veut chez soi, quoi. Maintenant, un arrêt de bus ou dans une cour de récréation, ça ne me convient pas. J'en rigole parce que en fait, pour moi, c'est une histoire de bon sens, même si pour eux, ça l'est pas. Mais pour moi, ça me paraît évident. Et, et encore une fois, je pense que les homosexuels, comme les transsexuels, tout ça, sont entièrement instrumentalisés et que leur marche pour la fierté et la dignité, c'est une blague, c'est une plaisanterie. On se fout de la gueule du monde et de leur gueule en premier lieu. Je Mais pense que le mieux, je qui se pense que foutent pas de leur gueule? moi, je pense qu'on se fout de leur gueule. C'est-à-dire que je pense que il y a un intérêt de créer des consommateurs, et donc pour ça, il est important d'essayer de détruire un lien qui est le lien de la famille, et donc le lien homme-femme, et donc il y a un intérêt à ce que il y ait des consommateurs, des citoyens consommateurs qui n'aient plus de lien autre qu'avec leur télévision, leur portable. Et donc, je pense que les polarités sexuelles, les orientations, tout ça participe au grand, à la grande perturbation, si vous voulez, et à la grande idée que la famille n'est plus le repère. En fait, c'est vous le repère, c'est toi qui choisis si t'es un homme, qui choisis si t'es une femme, c'est toi. C'est n'écoute pas tes parents, écoute le ministre de l'Éducation nationale et son époux. Et moi, si j'ai pas le droit de rire sur le ministre de l'Éducation, j'ai plus le droit de rire de rien. Le mec, qu'on le mette, Monsieur Attal, on le mette ministre de la Jeunesse et de l'Éducation, c'est quand même extraordinaire. C'est quoi la prochaine étape?
Vous allez aller jusqu'où? Mec, je veux dire, comment c'est possible de faire un truc comme ça? Je veux dire, je comprends pas. Mais en même temps, encore une fois, je crois que le système pousse dans une direction. Et je pense qu'il est aidé aussi par, parce que quand on dit qui est responsable de tout ça, je crois qu'il y a aussi, on parlait de la nature. Quelqu'un me disait il y a pas longtemps, et j'ai trouvé ça intéressant, qu'il semblerait que les scientifiques aient défini que la Terre a légèrement varié sur son axe et que ça avait fait provoquer tout un tas de changements. Et comme nous sommes liés, nous, à la nature et à la Terre, il est possible que nous soyons aussi un peu désaxés. C'est possible par rapport à tout ça. J'ai trouvé cette analyse assez intéressante où finalement, tous ces phénomènes de transgenrisme et tout ça seraient aussi dus au désaxe de la Terre et au changement de la nature, parce qu'on est une expression de la nature, nous. On est une fleur de cette nature et on a peut-être subi peut-être aussi dans notre comportement, dans notre morale, dans notre tout ce qu'on veut, dans notre nature, quelque chose, un changement. Bref, en tout cas, c'est un vrai sujet de société parce que c'est ce qui définit aujourd'hui la démocratie. Le marqueur semble être cette acceptation de ces théories du genre. C'est-à-dire que plus une société accepte et rend visible ces différences, enfin ces états, enfin je sais pas comment on peut dire, ces Mhm. particularismes, eh bien plus elle est démocrate. Et évoluer aussi. Ouais, et évoluer et donc non, c'est pas, je comprends Non? pas. Moi ça ne me parle pas du tout. Et je pense que c'est l'expression au contraire d'un chaos. Que de faire que de faire la propagande, hein. Que des gens s'habillent en femmes chez eux ou dans des boîtes de nuit spécialisées. Chacun fait ce qu'il veut. Mais que ces gens-là viennent à la télé ou dans les ministères pour nous expliquer comment vivre, non. Je trouve que c'est pas. Hmm. Enfin, moi, ils peuvent le faire puisque je n'écoute pas. Mais un enfant en bas âge, il écoute. Et je pense que c'est pas bien. Mais quand je dis c'est pas bien, j'ai l'impression aussi de, De de porter un donner jugement. une direction. Ouais, mais j'ai des enfants et je réponds par rapport à moi, pas par rapport à ce qu'il faut faire et moi, en tant que père, je dis je veux pas de ça. Je veux pas. Hmm. Hmm. Mais tu vois, si je me continue d'essayer d'argumenter le cas adverse, alors j'imagine, parce que c'est vrai que, si tu veux, philosophiquement, je te rejoins sur la pensée. L'idée qui se dégage derrière de cette ultra-tolérance et de faire cette propagande de la tolérance et de vouloir être absolument qui on est, comme on est, c'est pour faire accepter, c'est pour que les gens soient informés, pour que les gens, voilà, si on les éduque dès la plus jeune enfance, c'est pour qu'ils intègrent en fait qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est, et que ça participerait à une espèce de bien et de bien-être global pour tout le monde, tu vois. C'est qu'il y aurait moins de ségrégation, il y aurait moins d'intolérance, il y aurait moins d'insultes, il y aurait moins de menaces, il y aurait peut-être moins de conflits, parce qu'on aurait Oui, oui. accepté que chacun puisse être ce qu'il veut. C'est l'idée qui se dégage derrière ça. Bon. Moi, je suis d'accord en fait. Si c'est pour qu'il y ait plus de tolérance, moi, je sais que je serais l'un des premiers si un trans se faisait tabasser à lui porter secours. J'ai pas de ou un homosexuel, je sais, mais c'est juste, je ne pense pas que en faire des modèles, euh, non. La tolérance, oui, mais je pense que aller parler aux enfants dans les écoles, non, là, c'est une limite. Non, je trouve pas ça. Mais je suis d'accord avec l'idée aussi que il y a eu beaucoup de souffrances et que ce sont
pour la plupart des gens euh, qui ont envie d'exprimer cette souffrance Et et de faire changer les de choses. faire changer le monde pour que les autres ne souffrent pas. C'est Ouais. vrai. Ben ça te parle. Ouais. Ça te Ouais, ça parle me par parle, ça. rapport à aussi Ouais. tes propres combats. Oui, 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 mais Il moi, y aurait des la similarités. souffrance, C'est ce que la souffrance de chacun, en fait, elle doit être prise en compte et, bien sûr, bien sûr. Après, il faut qu'on s'entende sur quelque chose qui est de préserver, le monde de l'enfance aussi, euh, de choses qui ne sont pas, il faut leur donner au moins le minimum, le minimum de bagages, c'est-à-dire, la survie de l'espèce. Normalement, elle passe depuis l'origine, par un lien très clair et très facile, très simple. C'est, un homme va rencontrer une femme, et il va y avoir un enfant, et puis, il faudrait que ça reste quand même la base. la base. Ouais, ça serait bien. Non mais non mais c'est assez incroyable parce que je te vois prendre un peu des pincettes pour le dire. Moi-même, tu vois, si je le disais, putain, il n'y a pas besoin de prendre des pincettes pour dire ça. Tellement c'est c'est logique. Oui, oui, mais, Effectivement, en fait, il si faut on pas coupe ça, l'opposer. c'est Ouais, terminé. Quoi. il faudrait pas opposer, on va dire, cette vision à la souffrance, réelle de ces gens, qui, comme des plantes qui ne poussent pas au soleil et qui essayent de vivre et de survivre, euh, dans un monde qui, je comprends, hein, je vois certains transsexuels de certains témoignages, euh, ça ne m'inspire absolument pas de moquerie ou de haine ou quoi que ce soit. C'est plutôt, j'aurais envie de leur dire, est-ce que tu serais d'accord pour, préserver, les générations qui viennent de cette tentation. Alors peut-être que lui va me dire, mais c'est moi, je suis comme ça, c'est moi, c'est ma nature. Et je lui dirais, oui, mais est-ce que tu souhaites cette nature aux autres? J'aimerais savoir. Alors, si des jeunes gens sont dans cette nature-là, si c'est inévitable, évidemment, faut les aider, mais on peut pas, pousser les autres, et proposer dans l'éducation de nos enfants cette option. Bah, ce sera à eux de découvrir. Si, mais c'est trop tôt. À 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'est trop tôt pour les confronter à ce type de questionnement. Enfin, je crois. Hmm. Surtout à Bon, l'adolescence, avec cette période-là, on l'a vu avec la période du Covid, et du confinement. Il y a eu tout un tas de jeunes gens les hôpitaux psychiatriques pour les ados, là, ils sont remplis. Ils savent plus où mettre les enfants parce qu'ils ont eu une adolescence avec des masques, euh, très très compliqués, quoi. Il y a une génération de jeunes là et j'en ai donc des enfants qui étaient ados dans cette période-là. Mais c'était très 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 compliqué. Donc, si en plus de ça maintenant sur TikTok ils se reconstruisent quelque chose avec des trans et qui eux-mêmes sont en train d'assumer d'exister, de vivre, une sorte d'affirmer une identité. C'est compliqué pour moi. Alors que sur TikTok encore à la limite, bon, mais que ce soit l'État, qui fasse la promotion, ça me paraît, enfin si j'ai le choix, si je peux m'exprimer, si ma parole a une quelconque importance, je dis non, je préfère pas. Et je pense qu'on est nombreux à penser ça, mais, malheureusement, nous n'avons pas, un pouvoir de décision, même si nous sommes le peuple. hmm. T'avais eu l'occasion de rencontrer Nicolas Hulot? Non, non, Mais à c'est l'époque, au tout début, quand j'ai commencé, je pense qu'il était déjà en télévision. Peut-être que je l'ai croisé sur un plateau, je ne sais où, mais je ne lui ai jamais parlé.
J'ai un peu l'impression que c'est le seul qui est rentré dans la politique sans vraiment l'avoir voulu au départ, qui a essayé. Alors peut-être que je me trompe, j'ai pas toutes les infos, mais c'est ce qui me semble avoir aperçu. Qu'à partir du moment où il a compris qu'il avait les mains comme ça et qu'il pouvait pas faire grand-chose pour justement essayer d'améliorer des conditions écologiques, il s'est tracé. J'ai l'impression qu'il fait partie des seuls qui n'ont pas abdiqué au pouvoir, à l'intérêt personnel, qui mettaient leur combat avant tout. Et quand il n'a pas pu exprimer ce combat-là, il a préféré s'en aller. C'est pour ça que je voulais te demander, parce qu'on parlait un peu d'écologie tout à l'heure. Ouais, ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, oui. En tout cas, on peut pas, et c'est certain, lui reprocher de pas être investi par la mission de l'écologie. On le sent vraiment, effectivement, passionné par son sujet. Bon, je crois il s'est confronté à effectivement un univers impitoyable et que il s'est aperçu que ça tirait à balles réelles. Là. C'était pas le débat démocratique auquel il s'attendait. On est dans un jeu en fait où non seulement il arrive, tout est vicié, tout est truqué, la démocratie n'existe pas et ce sont les financiers et donc leurs médias qui fabriquent le débat, le film, le divertissement politique. Et comment t'expliques, pour refaire un point sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le rire et la sensiblerie des gens, comment t'expliques que au fur et à mesure des années, depuis, allez, prenons l'époque Coluche des Proches jusqu'à aujourd'hui, euh, ça soit de plus en plus difficile de faire rire, ou en tout cas qu'il faut contrôler son discours. Comment ça se fait que les gens soient devenus de plus en plus offuscables, offusqués et victimes? Les gens. Alors c'est qui les gens? C'est les organes qui déterminent ce qui est audible, ce qui ne l'est pas, ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Moi j'ai fait pas mal de procès. Hein, je suis allé jusqu'à faire condamner l'un de mes personnages, qui était quand même pas mal. C'était en Ouais, Suisse. j'ai vu ça, ouais. Ouais, c'était assez extraordinaire. Euh, Là, je le connaissais pas très bien, mais c'est un collègue humoriste, Guillaume Meurice, là, qui s'est fait alpaguer parce qu'il est bon sur le service public en même temps. C'est sûr que il a fait une petite blagounette, on va dire, au moment du bombardement de Gaza, en disant que, je crois, pas me tromper dans la citation, mais il a comparé Netanyahou à un nazi sans prépuce. Moi, je dois dire que j'ai rigolé, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça. Et bon, il a dû apparemment s'excuser ou je sais pas quoi, convoqué par sa hiérarchie. Euh, bon, lui, il illustre dans sa génération, il est plus jeune que moi. Voilà, le cadre, le contexte. Il est sur le service public et là, il atteint une limite. Netanyahou, nazi sans prépuce. Bon, ben là, on sait maintenant qu'il y a une limite. Donc Netanyahou n'est pas un nazi sans prépuce. En tout cas, il faut pas le dire. Faut le tourner autrement. Donc, est-ce qu'il trouvera les mots pour survivre dans cet univers impitoyable? Mais c'est quand même évident de comprendre que vous pouvez à peu près tout dire. Au pays de Charlie, hein, on peut se foutre évidemment de la gueule des musulmans, on peut rire du prophète, on peut se foutre de la gueule des chrétiens, on peut se foutre de la gueule de Jean-Marie Le Pen, de l'extrême droite, d'ailleurs c'est tout. Et puis par contre, bon, bah, dès qu'on doit parler d'Israël, bon voilà, c'est la zone interdite. Je crois par mon action avoir été le révélateur chimique déjà de ce périmètre d'expression. Bon, bah, il y a des nouveaux, des jeunes qui le confirment. Il y a une zone sensible et cette zone-là, c'est attendez une seconde. Mhm. Il y a une zone sensible, euh, c'est effectivement tout ce qui touche de près ou de loin à Israël, à la communauté juive.
Et encore, oh mince. Pour les connaître un peu plus, aujourd'hui, après cette demande de pardon que j'ai faite au début de l'année, les juifs que l'on entend le plus souvent à la télé ne représentent absolument pas la grande majorité des juifs de France. Et c'est vrai que euh, bon, il y a un deux poids deux mesures évident, c'est-à-dire que lorsque l'on fait une blague sur un juif, vous avez un procès. Lorsqu'on fait une blague sur un blanc chrétien, sur un musulman, sur un noir, vous n'aurez pas de procès. Donc je veux dire, il faut être stupide pour ne pas le voir. Ok, donc pour toi, il y a vraiment que cette catégorie Alors, attention, qui s'offusquerait. ça n'est pas les Juifs qui sont responsables de cette chose-là. C'est une petite mafia composée par un certain nombre de Juifs, il faut être clair, mais qui ne représente pas les Juifs et qui hiérarchise les souffrances, organise une compétition victimaire dans ce pays et qui positionne la souffrance juive au-delà de toutes les souffrances existantes sur la Terre, dans l'univers et au-delà. Donc, il serait quand même bon à un moment donné de dire à tout le monde qu'il n'y a qu'une souffrance, que les Juifs n'ont pas plus souffert que les autres, que les Noirs n'ont pas plus souffert que les autres, que tout le monde a souffert. Voilà. Et il faut arrêter de hiérarchiser et arrêter d'organiser des compétitions victimaires. Et malheureusement, on le voit dans les manuels scolaires, c'est-à-dire que dans les manuels scolaires, il y a une place outrancière qui est réservée à une souffrance et pas aux autres. On ne parle jamais de la souffrance des Asiatiques, des Africains, Non, il n'y a qu'une souffrance qui va occuper la moitié d'une année de cours d'histoire. Et ça, c'est pas possible. Il faut que la République soit juste. Et puis, on peut être blanc, français, chrétien, originaire de la Creuse ou de je ne sais où, et avoir aussi le droit à la souffrance. Et c'est pour ça que je suis étonné par parce que je sais que ça me paraît juste et de bon sens. Je suis étonné que ils continuent et ils insistent sur cette folie qui me paraît, moi, de nature, en plus de ça, à créer un ressentiment et des rancœurs. Et si pour toi il faut pas hiérarchiser les différents types de souffrances, comment tu fais la part des choses entre ça, ce que tu viens d'expliquer, et l'égalitarisme absolu, où par exemple quelqu'un dirait, je prends l'extrême absolu, quelqu'un tombe, se pète la cheville et dire, ben moi je souffre, je veux que ma souffrance soit aussi entendue que quelqu'un qui a été déporté ou que quelqu'un qui a subi l'esclavage. Tu vois? Est-ce que c'est pas un risque? C'est une vraie question. Hein. Est-ce que c'est pas un risque de légitimer tout et n'importe quoi entre guillemets? Non mais là une patte cassée, t'as peut-être raison. C'est quand même un petit peu à partir du moment où il s'est un peu remis le gars. Bon, mais une femme violée en tournant dans une cave, je ne sais où. Qui me dit ben moi c'est ma Shoah à moi, je l'entends, ça me paraît normal. Je veux dire, c'est chaque personne. Moi je suis pas, je veux dire un blanc n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé dans la période de l'esclavage. C'est pas vrai. Les blancs d'aujourd'hui ne sont pas responsables de ça. Et je pense que c'est important d'arrêter de mettre dans l'échelle des. Par exemple, le crime contre l'humanité, pour moi, est une foutaise. Il n'y a pas de crime contre l'humanité. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, tous les crimes sont des crimes contre l'humanité. Les nazis faisaient autant partie de l'humanité que les esclavagistes. C'était l'humanité.
C'est n'importe quoi le crime contre l'humanité. C'est déjà une forme de racisme insupportable qui est d'exclure certaines personnes du genre humain. Le pire des assassins fait partie de notre espèce. Et alors, il faut qu'il soit neutralisé parfois, il faut qu'il soit, mais il fait partie de notre histoire. Et c'est en ça que je dis non. Le crime contre l'humanité est une imposture dangereuse. Quand on dit l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité, non, c'est un crime contre les Noirs. Voilà. La Shoah, c'est un crime contre les Juifs. La Saint-Barthélemy, c'est un crime contre les protestants. Faut arrêter. Il faut rendre quand même la souffrance à chacun. Voilà, c'est pas. Et je trouve que la guerre a été effectivement les crimes de guerre contre les Russes, contre les Allemands aussi. Alors, c'est aussi un crime contre l'humanité. Et donc je crois que cette notion de crime contre l'humanité est une imposture euh, et qui d'ailleurs sur le plan des réparations ne concerne qu'un seul crime contre l'humanité. Les autres ne sont pas réparables, quand même étonnant. Et donc je pense que c'est une arnaque. C'est une arnaque, une affaire de gros sous, une affaire de réparation. Et auquel évidemment les populations antillaises, afro-américaines n'ont pas eu droit. Eux, ils n'ont pas eu droit à la réparation. Les propriétaires terriens de Martinique, les descendants possèdent encore toutes les terres des esclavagistes. Donc, crime contre l'humanité, quenelle de 175 dans le cul des victimes de l'esclavage et des Arméniens et de tout ce que tu veux. Alors, les Arméniens, c'est un sujet que je connais beaucoup moins. Je sais qu'il y a une version turque de ce génocide qui diffère largement. Après, j'aimerais pouvoir en savoir plus, mais je pourrais pas me prononcer là-dessus. Et jusqu'où tu places, parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui aussi beaucoup, à partir de quand on considère que c'est une souffrance qui vaut la peine d'être entendue? J'ai pris exagérément l'exemple de celui qui se casse la patte, mais c'est à partir de quand on considère que ça rentre, c'est plus dans le club de la souffrance, selon toi? Elle est où la limite en réalité? Bah, crime, c'est donc homicide, c'est-à-dire si. Mais bon, je parlais d'un viol, je sais pas, c'est à chacun. Bon, ça serait difficile pour moi Oui, mais c'est de une question déterminer. compliquée. Il y a pas de. Ouais. Y a pas... Oui, Moi, mais je c'est pour dirais. essayer de comprendre. Ouais. Moi, je dirais que peut-être que. Euh, Mais parce que moi, en réalité, c'est un je petit peu pense la qu'un question enfant, qui est. un enfant maltraité, c'est un crime contre l'humanité. Je pense. Mais je pense qu'il faut arrêter, il faut retirer cette notion de crime contre l'humanité. Il faut retirer, en fait, ça. Après, il y a des souffrances, et puis respecter les souffrances de chacun. Mais il faut retirer une sorte de super souffrance. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas, en fait. La Shoah n'est pas un événement unique. Or, on essaye de nous faire croire que il y a eu avant et après. Non, faut arrêter. Faut arrêter je veux dire, il y a de tout temps, il y a des gens qui souffrent partout, chaque jour, chaque seconde. Faut arrêter. Faut arrêter. Hmm. Faut À un moment arrêter parce que donné, c'est dangereux, je pense. alors je sais pas si on t'a accusé ou de négationnisme. Est-ce que question vraiment purement perso, est-ce que tu es Non, toujours négationniste? Est-ce que non, pas du tu l'as tout. Oh jamais là là, été? en fait, le négationnisme, déjà, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, c'est Euh, nier, en gros, de ce que j'ai compris, moi, c'est nier la Shoah, nier ce qui s'est passé là-bas, que ça n'a pas existé, en réalité. bon, alors, moi, j'ai jamais nié la Shoah. Jamais. Il y a le révisionnisme qui est des gens qui révisent l'histoire. Donc j'en ai connu.
Donc bon, moi je suis comment dire sur ces sujets-là, je suis pas spécialiste. Il faut faire du droit parce qu'en fait, ce que l'histoire, tu parlais de la Shoah, c'est pas de l'histoire, c'est une histoire légale. Donc c'est, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de t'interroger sur cette partie de l'histoire. Sinon, tu es, il y a la loi Guesso qui te condamne. T'as pas le droit de dire tiens, mais je suis peut-être pas sûr que c'était 6 millions, c'est peut-être 4 millions. Non, non, t'as pas le droit. Par contre, dire qu'il y a eu 14 millions d'esclaves de Gorée ou 25 ou 100, ça t'as le droit. C'est pas dans le cadre de loi, tu risques rien. Donc c'est tout ça qui fait que, alors moi le négationnisme, dire que les Juifs n'ont pas souffert pendant la guerre, c'est évident que ils étaient une cible privilégiée du système nazi, c'était une évidence. Après, qu'est-ce qu'ont fait les nazis exactement? Après, il faut regarder la loi. C'est la loi Guesso, donc c'est faut se reporter aux conclusions du jugement de Nuremberg. Faut le lire et c'est l'histoire légale. En dehors de cette histoire légale, tu es hors la loi. Et j'ai connu des gens hors la loi au sujet, par exemple, des chambres à gaz, des gens qui ne respectaient pas la loi du jugement de Nuremberg. Voilà. J'en ai connu avec des arguments, tout ça, mais c'est des arguments hors la loi. Donc tu n'as pas le droit d'en parler. Donc je n'en parlerai pas. Ok, bon, ce que je comprends beaucoup, tu vois, depuis tout à l'heure, c'est ça, ce que l'espèce de combat que tu mènes, c'est ce qui te semble être le deux poids deux mesures. Ben, c'est-à-dire que Mais pour tout, hein. oui, On parle oui, ouais, là, on parle de ces thématiques-là, on parle de. ouais, le deux poids deux mesures, c'est l'expression du mal, je dirais. C'est-à-dire que moi, je constate un deux poids deux mesures. Bon, je peux me tromper, hein, je sais pas, mais je le constate chaque jour. Hmm. Je constate qu'il y a une sorte d'aristocratie mafieuse qui contrôle tout et qui décide de tout en France. Voilà. Ok. J'ai cru entendre dire que tu avais une ceinture noire de judo, que tu avais fait du Oui. judo. Tu es Est-ce que judoka toi aussi? non, je suis pas judoka. Moi, j'ai fait du karaté, mais si tu veux, je suis même pas arrivé à la ceinture noire, hein. Mais je fais d'autres sports de combat. Mais je trouve ça intéressant. Enfin intéressant. Bah, déjà, c'est quelque chose qu'on sait pas du tout sur toi. Et d'ailleurs, quand j'ai essayé de taper sur internet un peu, de voir, il y a quasiment aucun article, aucune vidéo qui en parle. Non, non, Parce que j'ai ça fait ça date de. quand j'étais T'es jeune. jeune, ouais. Et ouais, j'étais. En fait, le judo m'a appris beaucoup de choses. En fait, je pense que je n'aurais pas fait de la compétition. J'avais pas l'esprit vraiment compétiteur. Mais par contre, ce que j'ai appris du judo, je l'ai appliqué tout au long de ma vie et de ma carrière. C'est-à-dire inscrire les chutes dans une dynamique de construction, se servir de l'énergie, de la force de l'adversaire euh, pour Mhm. l'entraîner dans une chute. Euh, c'est de la compétition, mais moi je l'ai toujours. Le judo, c'est de la compétition. De toute façon, c'est une confrontation, mais c'est aussi une démarche vraiment philosophique, très très intéressante. Et je pense que pour les enfants, c'est vraiment une très très bonne école. Déjà, il y a le respect du maître, le salut, il y a quelque chose De noble. ouais, de noble et puis de très éducatif. J'ai aimé le judo et j'ai aimé le maître que j'avais, maître Viel. Je sais pas s'il est encore vivant aujourd'hui. Il doit être assez vieux. J'ai aimé sa façon de parler aux enfants, la façon de parler du judo, la, la, la façon de, et puis des chutes, j'en ai eu beaucoup. Je sais tomber, je sais me relever. C'est aussi un peu grâce à lui.
aujourd'hui. Donc, alors je sais pas s'il a eu des enfants ou si je connaissais pas sa famille, mais s'il nous écoute, ben je les salue parce que leur père était un homme qui m'a donné envie de, enfin qui m'a transmis la philosophie du judo. Après, j'étais peut-être un peu trop feignant pour devenir un champion, mais j'ai adoré jusqu'aux échauffements. Tout était quand même très intéressant en fait. Et je crois que c'est vraiment un art de vivre et c'est un mode, c'est une façon d'apprendre à vivre avec la sérénité. Hmm. Est-ce que tu as eu l'impression un peu aussi dans ta carrière comme ça de, si on fait un parallèle, de te servir de la force des autres pour l'amener vers toi, pour l'amener avec toi, parce que dans le judo c'est ça, c'est ce que tu viens de dire, hein, c'est qu'on se Ouais, sert de ouais. la force de l'autre pour le faire tomber, pour l'amener au sol. Toi t'as fait Bah, ça un tu peu sais, dans ta carrière, t'as l'impression que... dans dans un combat de judo, c'est contrairement au karaté d'ailleurs, euh, le kumikata, quand tu chopes le kimono là et que pendant un combat qui va faire 5 minutes, c'est impressionnant l'énergie qui se passe entre toi et ton adversaire. C'est entre ses mains serrées sur le kimono, sur Ouais. le col et la manche, et, et, et les mouvements d'équilibre, et tu sens l'équilibre de l'autre, tu sens son point de rupture, tu le cherches. C'est clair que ça m'a formé dans ma relation au conflit et à la dualité. Ça, c'est une évidence, quoi. Alors, le judo, contrairement au karaté, on tape pas, on donne pas de coups. L'idée, c'est une fois que t'es tombé, que t'as les épaules sur le sol, Hmm. bon, voilà, c'est fini. Mais ça reste un sport et un jeu. C'est pas pour faire mal. Même s'il y a aussi des étranglements et tout ça. Mais bon, l'autre, il tape et puis on s'arrête. Mais c'est vrai que ça m'a formé, euh, ça a formé l'enfant que j'étais, enfin l'ado, et puis ça m'a permis oui, oui, d'appréhender l'énergie. Je crois que de toute façon, le rire, c'est ça, et la création, c'est gérer la pression et la transformer, cette pression, en expression. Et en général, les humoristes, on se découvre une nature d'humoriste justement face à la pression. Donc, que ce soit dans n'importe quelle circonstance de la vie, là où les gens vont être entraînés vers une sidération, Hmm. être choqués, ben on va choper ça et on va le transformer en autre chose, quoi. Ça c'est vraiment intéressant ça. Tu sens, toi, ou t'as senti, lorsque, je sais pas moi, sur des plateaux télé par exemple, quand t'étais à tes débuts, lorsque t'as une pression énorme, lorsque t'as un stress, tu sais, tu sens le palpitant qui est là, les mains moites, hein, peut-être un peu la pâteuse, tu vois, tous les signes du stress, t'arrives à sortir des fulgurances drôles. Comme tu dis, il y en a qui sont pétrifiés. Toi, ça a été direct, naturel. Tu sais, des moments de stress, t'arrivais quand même à être drôle, à trouver une tournure. Le cerveau fait quand même son chemin pour trouver une répartie ou quelque chose qui fait mouche. Oui, alors c'est pas à tous les coups, c'est pas, mais c'est vrai que à force de naviguer sur ces eaux de la création et du rire, bah, lorsque l'occasion se présente, ça revient plus vite, quoi. C'est clair que c'est chaque C'est un travail, épreuve, quoi. ouais, ouais, chaque épreuve amène son lot de réflexion et donc construit un discours humoristique. Tiens, je me souviens dans cette situation, il m'est arrivé ça. Et j'avais pensé ça, et donc là, ça m'arrive maintenant, ben, là, je le sors. Donc, il y a certainement un jeu de mémoire, mais je pense que la mémoire, elle vient aussi du fait qu'on a un intérêt particulier. Et c'est vrai que moi, j'ai un intérêt particulier pour le rire. Hmm. Monsieur, je pense à Laurent Baffy aussi qui arrive à sniper.
Ouais. Qui est assez formidable sur ça. Je sais pas comment il fait pour aller chercher ces réflexes mentaux comme ça sur des moments. C'est Il assez. doit en avoir plusieurs en magasin, toujours une cartouche C'est quoi. dans le canon, et puis et c'est un métier. Alors l'improvisation aussi, il y a des ligues d'improvisation, surtout au Québec. Ouais, C'est ouais, assez ouais, exact. impressionnant. C'est assez impressionnant. Ouais. J'en avais vu pas mal dans des bars, on appelle ça les soirées de joke, quoi, tu vois. Ouais, Où tu c'est vois les ça. mecs, c'est assez fou. Hein. Ah ouais, puis ils ont enfin, c'est les meilleurs dans l'improvisation, c'était vraiment les Québécois qui m'avaient vraiment stupéfait. Je me disais, c'est pas possible. On avait vraiment la sensation que c'était écrit, quoi. Ouais, tu te dis comment le mec peut arriver à trouver un truc comme ça. Je veux dire, Ouais. il faut que la Alors, je crois qu'il y a des gymnastique mécaniques, hein. Il y a des mécanismes. Enfin, quand même, il y a. Mais c'est un genre tout à fait particulier chez les humoristes. C'est un autre genre, quoi. Hmm. Pour revenir sur le judo, juste 30 secondes, est-ce que tu t'es senti à l'aise avec cet art martial dans un univers un petit peu de menace où tu te sentais pas forcément en sécurité tout le temps? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je sais me battre, je saurais affronter si jamais on vient me chercher des noises? Ouais, ce qui est bien avec le judo, c'est qu'on sait toujours tomber. Au cas où, faut tomber. Ça revient tout de suite. Tu sais chuter. Et puis, bon, c'est pas un sport de combat. Bon, même s'il y a des judokas au MMA, en fait, grosso modo, la force du judoka, c'est au sol, quoi. C'est-à-dire que il faut amener son adversaire au sol, et c'est là où tu peux travailler jusqu'à un étranglement. Mais autrement, c'est pas un sport ouais, c'est pas le MMA, c'est pas ce que propose Francis Ngannou, un autre Camerounais d'ailleurs que je connais bien. Euh, non, ou Doumbé. En ce Ou moment, les Doumbé, Camerounais, ils sont. Ouais. ouais, j'avais pensé. Tu l'as eu, Doumbé? Non, non, j'ai pas fait de podcast avec lui. Ça serait super. Je sais qu'en ce moment, il est dans une tourmente médiatique, ce qui fait que Ouais. j'attends un peu généralement de prendre des contacts. Parce que je sais qu'il est beaucoup demandé. Il a fait son combat qui a cartonné. Il va en avoir d'autres. Donc, Ouais, il est c'est exceptionnel. quelqu'un lui aussi. Et Ah bah. lui, il a en plus une petite dimension humoristique. J'ai vu, il est pas avare de petites réflexions. Il se lance et c'est de l'impro, hein. Et il est pas mal, hein. Franchement. Alors bon, évidemment, c'est un Camerounais, donc en plus, c'est mon fils, quoi. Mais ouais, je trouve que entre lui et Ngannou, là, je sais pas ce qui se passe dans les sports de combat, mais on est en train de dominer la discipline. Quand je dis on, c'est les Camerounais, hein. Mais bon, c'est amusant, quoi. C'est amusant. Tu regardes un peu tu suis l'actu Ben, MMA? c'est à cause d'eux, hein, que je m'y suis mis à regarder un petit peu. Alors moi, je connaissais plutôt le judo, hein, Teddy Riner, qui est quand même un champion. Même Douillet, Douillet à l'époque, ouais. c'était aussi, ouais, c'est plus ma génération. Mais Hmm. ou Rouget avant, et puis Jamel aussi. Mais il y a le judo, c'est intéressant, mais c'est moins spectaculaire. Il faut vraiment être dedans pour comprendre l'énergie c'est énorme en fait. Mais bon, en tout cas, la mode aujourd'hui, c'est le sport de combat, le MMA et la boxe. Et dans ce domaine, on a des deux franco-camerounais qui sont très forts. Hmm. Bon, pour terminer un peu sur des petites questions classiques, enfin classiques que j'aime bien poser à mes invités. Alors pas encore les trois questions de fin. J'en ai une avant qui est qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui pour ta santé, Dieudonné à Alors, part moi, pour ma repartir, à part revenir sur ta terre. Ouais, alors déjà, plus une goutte d'alcool depuis près de 2 ans. Bon, j'étais pas, je buvais pas dans la journée, tout ça, mais après les spectacles, volontiers, on buvait. Ça c'est, je pense qu'après 50 ans,
55 ans, c'est dangereux, l'alcool, c'est très très dangereux. Et puis j'ai un frère qui est mort à 48 ans, qui était alcoolique. Donc ça nous a aidé aussi à arrêter. Donc ça a quand même changé pas mal de choses. Après, se nourrir avec un peu plus de produits naturels, un peu moins de merde, de McDo et compagnie. Parce que ça aussi, en tournée, t'as pas tellement le temps. Après les spectacles, en général, tu finis assez tard. Il y a des trucs, c'est pas ouvert, donc tu bouffes de la merde. Donc déjà, choisir, ne pas fumer, mais ça, j'ai jamais fumé. Euh, à 60 ans, tu t'aperçois que ceux qui ont fumé, ceux qui ont picolé, déjà, et qui arrêtent pas, ils en ont pour quelques années, mais pas beaucoup. Et puis ensuite, il faut en vieillissant, c'est les articulations, il faut faire attention. Donc là, je vais peut-être avoir une intervention sur à un moment donné sur un genou là. Parce que ça te bloque, ça t'empêche de marcher. Donc marcher c'est important, les exercices physiques aussi. Mais donc au niveau de la santé, ça va, ça va. Moi, j'ai mon âge quoi, j'ai mon âge, et j'ai un corps qu'à mon âge, et j'ai pas fait T'as quel âge là, trop d'excès actuellement? non plus. Hein? 57. T'as 58. 57. On va avoir Ok. 58. Et j'ai pas fait trop d'excès non plus, donc ça va, ça va. Un peu d'hypertension, mais j'ai pas trop de trucs mais j'ai pas trop non, voilà. Pas de diabète, pas de cholestérol, pas de trucs comme ça. Tu fais du sport, t'essayes de garder une Ben, activité j'en ai physique? fait, mais là, à cause de ce genou, là, j'en fais pas assez. Donc, j'attends juste de le réparer, et puis après, je vais me remettre. J'en faisais quand même beaucoup. Puis, il y a quelques années, déjà, j'ai ce genou qui m'a empêché de faire du tennis. J'adorais courir aussi. Et puis là, je m'étais arrêté. Et puis, je pense qu'une fois que j'aurai réparé ça, et maintenant, ça se fait assez facilement, je pourrais m'y remettre. Hmm. Bon, Dieudonné a terminé sa carrière d'humoriste plus ou moins là. C'est sur la fin ou t'as encore quelques Bah, spectacles devant toi? par la force des choses, mais bon, tant que je ne sens pas derrière une relève qui arrive, je vais continuer parce que mais ça arrive. De toute façon, il y a plein de jeunes avec plein de talents qui sont là, mais ils osent pas. Donc je vais encore continuer, mais je vais être entre les deux pendant dans les 3, 4 ans qui viennent, et puis après je finirai mon temps dans la nature, au bord de l'eau au Cameroun. Ce sera très bien comme ça. Hmm. Tu penses à qui en termes de jeunes là? Euh, Bah, je préfère pas trop donner de nom parce que ça peut les foutre dans la merde. Et puis, mais bon, Effectivement. non, il y en a. Non, mais il y en a plein qui ont du talent. Il y en a plein. Mais bon, ils s'arrêtent dans les zones autorisées, quoi. Ils osent pas. Or, je crois que c'est vraiment un moment là où les humoristes doivent faire preuve d'un peu d'audace, quoi, et puis sortir un peu des rangs. Mais bon. Je suis devenu une sorte d'épouvantail. Si vous risquez de sortir, si vous sortez des rangs, il vous arrivera ce qui est arrivé à Dieudonné. Ouais. C'est un peu ce qu'on leur dit. Un mec, tu vois, j'en parlais comme Jérémy Ferrari. Toi, tu considères qu'il sort pas des rangs? Je sais pas à quel point. Je sais pas si tu le Ouais, connais, je sais pas si tu le connais pas, je sais pas si tu l'apprécies. ouais, on a eu, moi je le connaissais pas très bien, mais il m'était un peu rentré dedans. Il avait crié un petit peu avec les loups au moment, mais je lui en veux pas. Il est pardonné, il est tout pardonné déjà, parce qu'il fallait le faire. Il était en début de carrière, il essayait de se faire un nom. Bon, voilà, il fallait me cracher à la gueule pour pouvoir être invité sur les plateaux télé. Je sais il continue à faire de la scène, et ça c'est bien. Je pense que c'est vraiment le seul espace où on peut travailler convenablement. Si on commence à se laisser aller à la télé, à la radio, en général, je peux que l'encourager. Après, son travail, je le connais pas trop. Mais ça fait partie des gens que, ouais, ça m'amuserait de le rencontrer, de discuter de ce métier qu'on fait, et de savoir son expérience, où est-ce qu'il en est. Euh, Après, il y a les humoristes, c'est comme les artistes, les autres, comme les chanteurs. C'est rare de durer longtemps.
je fais partie de ceux qui durent, on va dire. Mais c'est vrai que ça va, ça vient et c'est dur de rester. Bon, moi, j'étais vraiment fait pour ça. C'était mon truc. J'ai toujours adoré le rire. J'ai toujours fait rire. Donc, ah, mais il y a plus de lumière là. Hop. Voilà, j'ai Ah, trouvé ça y la est, lumière. la lumière. Ouais. Que la lumière fût. Bon, ça va nous permettre de terminer tranquillement. Super. Bon, je vais te poser mes trois petites questions de fin qui sont normalement un petit peu plus rapides pour clôturer Ouais. le tout. La première question étant si on pouvait revenir, tu m'as dit 58, on va dire 30 ans, 30 ans en arrière, 20, 30 ans en Ouais. arrière. Bon, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aurais besoin d'entendre spécifiquement qui t'aurait pas mal servi? Un conseil que je me donnerais à moi-même il y a 20 ans, c'est ça? C'est ce que tu dis? Ouais, il y a 20 ou 30 ans, 30, tu vois. 30 ans. Ouais, 30 ans, donc ouais, 30 ans. j'en ai 28. Euh, euh, peut-être accorder un peu plus de temps à la famille. Est-ce que c'est pas un sacrifice obligatoire pour avoir eu la carrière ou pour avoir fait ce que tu as pu faire? C'est la Bah, question, hein. pour moi, malheureusement, j'ai toujours voulu faire ce métier. Je l'ai fait à fond et parfois au détriment de ma famille, c'est sûr. Et bon, j'aurais peut-être pu essayer de m'organiser un petit peu différemment. Mais j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'ai travaillé 2 fois plus que les autres, que mes collègues. J'ai fait, j'arrive à une trentaine de spectacles en one man show. Je sais pas si vous Ouais, imaginez, mais bon, c'est énorme, c'est c'est énorme. bah ouais, c'est-à-dire Ouais. que je sais pas, je crois que Jean-Marie Bigard qui est juste derrière, il a dû en faire 13 ou 14. Donc Ouais. ouais, ça a été beaucoup d'énergie. Si à un moment donné j'ai été identifié comme le plus performant, c'est aussi parce que j'ai suis celui qui a le plus travaillé. Est-ce qu'il y a une blague que tu regrettes? Ouais, une blague que t'as dit où tu t'es dit celle-là, si j'aurais pu définitivement la rayer, je l'aurais fait. Bah, à un moment donné, au moment du drame de Ilan Halimi, là, il y a des gens qui ont dit ouais Dieudo enfin, grosso modo c'est des extrémistes juifs qui avaient dit que j'étais plus ou moins responsable quoi parce que dans des sketchs je sais pas quoi. Et donc j'avais répondu que j'avais rien à voir dans cette histoire et que bon j'avais appris avec beaucoup d'étonnement la barbarie dont il avait été victime et j'avais précisé qu'il avait fini plus ou moins en panini bolognaise. Et cette blague, je la regrette parce que c'était un drame terrible et que mais bon, c'était sous le coup de je répondais à des gens qui m'accusaient. Donc j'en rajoutais, j'étais dans la surenchère. Et Hmm. mais je comprends que la famille d'Ilan Halimi ait pu mal le prendre. Et donc ça fait partie des éléments enfin, qui m'ont fait effectivement qui m'ont poussé à demander pardon aux gens que j'avais pu choquer à un moment donné à travers de mes blagues. Ok. Est-ce que tu as eu un mentor ou un modèle? Claude Nougaro incontestablement pour le Verbe et puis Ouais. Daniel Prévost quand même en tant qu'humoriste Oh. j'ai eu la chance de connaître les deux et de les côtoyer. On peut dire qu'on a Daniel Prévost est décédé? non, 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 non. Non, Je il est les ai pas décédé. côtoyés. Ok, ok. Non, il n'est pas décédé, mais je le côtoie plus. Enfin, je le côtoie plus. Il a vécu un drame terrible et sa femme est décédée dans des conditions terribles. Et
et il s'est coupé du monde. Enfin, D'accord. il a reconstruit un peu sa vie, mais même ses enfants ne le voient plus vraiment. Enfin, c'est compliqué. Alors donc Ok. lui, c'est sûr aussi un repère pour moi. Euh, Coluche, évidemment Coluche, mais je l'ai pas connu. Tu Les l'as jamais, inconnus. non, tu l'as jamais vu, même croisé Non, quand par contre, t'étais jeune. Jackie, qui était mon régisseur pendant longtemps, qui est à la retraite maintenant. Jackie avait été aussi le régisseur de Coluche. Il l'avait côtoyé quand il était au Café de la Gare. Donc on avait des gens qu'on connaissait en commun. Et puis apparemment, les gens qui le connaissaient bien disaient qu'il aurait bien aimé être là au moment où il m'arrivait tout ce qui m'arrivait et que ensemble on aurait pu faire les cons. Donc je pense qu'on se serait bien entendu, mais bon, voilà. Sacré Ouais. Coluche. Ouais, putain, c'était quelqu'un. Mais c'était une autre époque, il n'y avait pas Internet, c'était quand même un homme des médias, euh, Hmm. bien plus que j'ai pu l'être, quoi. Il Mais était à la vous avez fois des débordant. similarités Ouais, dans la ouais. carrière, hein. Ah bah ouais, Politique, c'est clair, c'est virage clair. politique, ouais. Ouais, ouais, on a, Film, cinéma aussi. on a vraiment, euh, bah, en tout cas, il m'a inspiré, les inconnus aussi. Et puis voilà. Puis après, bon, moi j'ai quand même côtoyé aussi Pascal Légitimus. Mais ce qu'ils ont fait, les inconnus, c'était vraiment très très fort aussi. Mais bon, celui qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Coluche. Hmm. Hmm. Fernand Reynaud avant, mais je m'imaginais pas être à sa place Coluche, oui. Et puis Daniel Prévost pour le pour la comédie, pour le jeu d'acteur, et puis Nougaro pour l'écriture. T'aurais aimé faire du cinéma plus que ce que tu n'as fait. Bah, j'en ai fait un Beaucoup peu, mais d'humoristes. non. Pour moi, le Non, cinéma, démarre un c'est peu. la deuxième division, c'est pour quand t'es à la retraite. Ah ouais, Le spectacle vivant, c'est c'est extraordinaire. Les gens sont là. Le cinéma, tu sais, c'est un boulot où t'attends, t'es traité comme une princesse. Souvent, tu te mets à picoler, à te droyer parce que en fait, tu fous rien. T'attends juste, tu vois, t'attends, c'est ton métier, c'est d'attendre. Alors que la scène, tu dois être au top, tu peux pas arriver bourré là-dedans, tu vois, t'es obligé d'être, c'est beaucoup plus sportif, beaucoup plus sain, beaucoup plus naturel. Les gens de scène, voilà, dans la musique c'est un peu différent, ils sont tous un peu bourrés ou défoncés, mais dans quand tu c'est ça le parles, rock. quand tu dois parler et pendant 1 heure et demie tout seul et que t'es le seul instrument, t'as intérêt à être clair, toi. Et bon, il y en a qui arrivent à plusieurs. Je me souviens, je crois que c'était Jean Lefebvre qui, pareil, qui était complètement bourré, il n'arrivait plus à articuler. Et après, le public ne vient plus, quoi. Mais bon, Hmm. c'est la vie. Mais, ce qui est certain, c'est que le one man show, pour rester, tu dois être, ça te met à l'abri de ces choses-là. Enfin, tu me diras, il y a Pierre Palmade. Bon, oui, mais alors, effectivement, c'est- mais lui, Ça fait Pierre longtemps qu'il Palmade, ça fait lui, longtemps il a qu'il fait pris plus de stand-up. le cocktail du diable. Lui, il a chargé la bulle, il a tout mis. Mais bon, là, il fait plus rire personne, on va dire. Le pauvre, Plus trop. parce que je pense que c'est un vrai humoriste et il aimait ça, mais ben voilà, l'exemple type d'un mec qui s'est fait complètement happé par un système et est tombé dans la drogue et dans tous les excès de ce milieu-là, quoi. Hmm. Bon, est-ce que tu as un bouquin pour finir à me recommander, un truc que tu as lu, un bouquin qui t'a marqué Oh, depuis que j'en tu ai l'as vu lu, plein des trucs ces derniers temps. un Euh, incontournable qui te vient un en tête. incontournable. Ouais. Euh, Ah ben le bouquin de chevet, le truc. Bon, moi mon bouquin, je trouve le mieux écrit, ça reste quand même le Prophète de Khalil Gibran. Lui, je le relis de temps en temps parce que c'est le bouquin qui m'accompagnera tout le temps, ça.
Le Ok. prophète de Khalil Gibran. Un Bon, tu sais Libanais. quoi, c'est peut-être la honte, mais j'avais jamais entendu parler de ce Khalil, bouquin. alors Khalil, Ouais. Khalil, Gibran, Hop. Gibran. Attends, je l'ai peut-être ici. Tu dois l'avoir sur Internet, forcément. Ah non, j'arrive pas à le. Bon, j'ai mon écran qui est pas connecté, mais si je l'ai là, je l'ai. Mais c'était pour le montrer à l'écran, mais tant pis, ça D'accord. fonctionne pas là. Le prophète. Bon, parfait. Bon, bah, tu sais, t'es un des rares, si tu veux, quand tu vas voir, ça a été traduit dans je sais pas combien de langues, lu et enfin bon, c'est un best seller. Mais c'est vrai qu'en France, on n'en a pas tellement entendu parler, pas tellement, Ben, on me l'a mais jamais quand même. recommandé. On Ouais. me l'a jamais Bah, recommandé. écoute, Je l'ai jamais vu. Je l'ai peut-être vu passer, mais j'en ai ouais. jamais parlé de ce bouquin-là. Donc, ben, j'irai regarder. Ouais. Rien à voir avec le film Le Prophète. Ça n'a pas de un Non, non, prophète non, 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 de Jacques rien à voir. Audiard. Il y a pas de, il y a absolument pas de Non. lien. C'était un bon Parfait. film d'ailleurs aussi, Merci. mais ça n'a rien à voir. Excellent film. Dieudonné, merci énormément pour ton passage, pour Eh ton ben, je t'en partage, prie. pour tes mots, pour tes Je t'en explications. prie. Ouais, je suis tout rouge là. Je suis en train de voir. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'entre le moment où on a commencé, donc là, effectivement, la Et là, tu lumière s'est. passes un peu en bleu comme ça. Alors attends, parce Bah que je écoute, crois qu'en plus de ça, la lumière peut changer dans ce truc-là. Hop. Ah ouais. voilà, on dirait, oh, on dirait presque, Ouais, on dirait c'est mieux. presque le. Ouais. Bon, Ah ouais, écoute, c'était cool. c'était super. Je te remercie Bah, vraiment. je Bon, t'en moi, prie. je suis toujours, voilà, je suis toujours abasourdi d'avoir des invités de cette trempe avec cette carrière, qu'on soit d'accord ou pas avec les idées politiques ou pas. De toute façon, moi, je ne me positionne pas. C'est pas trop le but. J'essaie de comprendre, voilà, de comprendre Ouais, l'être ouais. humain, comment il fonctionne. Alors des fois dans sa biologie, des fois dans sa société, des fois dans ses réflexions. Et c'était un honneur de pouvoir recevoir Dieudonné Mbala sur le podcast Biomécanique. Assez inattendu. Je pense que beaucoup vont littéralement péter un câble quand ils vont voir la notification, quand ils vont voir le podcast qui sort. Et de tous ceux qui ont pété un câble et qui est toujours là, je vous remercie pour votre fidélité sur cet épisode. Si vous suivez le podcast depuis des épisodes et des épisodes, merci pour votre fidélité. Si vous découvrez aujourd'hui le podcast, allez regarder un peu dans ce qui se fait, dans les invités qui on a reçus. Voilà, on essaie de prendre son temps, on pose la caméra, on pose le micro, on essaie de se prendre 2 heures de temps au minimum à chaque fois. C'est ce que j'essaie d'avoir avec mes invités pour pas être pressé, pour pouvoir aborder des thématiques. Des fois on voilà. Voilà, j'essaie de poser des bonnes questions, j'essaie de préparer un peu les épisodes, j'essaie aussi de me faire un peu l'avocat du diable, et puis des fois simplement d'être curieux. Donc abonnez-vous si vous découvrez, si vous voulez voir les prochains invités qui vont arriver. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur toutes ces plateformes audio, sur YouTube également. Je sais que cet épisode va absolument cartonner sur YouTube, c'est une certitude. Mais abonnez-vous n'importe où. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Dieudonné, quand même, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu as envie de Bon ben moi, balancer aux auditeurs? non ben bon courage en tout cas. Ce monde-là, c'est le vôtre. Vous êtes jeunes maintenant et c'est à vous de. Grâce à Internet, il y a quand même des choses qui peuvent se passer, même si je l'ai vu puisque j'ai été banni moi de YouTube pendant Instagram et tout ça. Je faisais partie de ceux qui ont été vraiment censurés jusqu'au bout. Donc j'ai toujours privilégié la scène, donc je suis encore sur scène moi. Donc il suffit d'aller sur mon site Diodosphère, me suivre et puis venir rire avec moi. C'est tout ce que je peux proposer maintenant dans un monde qui est devenu complètement taré. Donc rions ensemble des choses qui a priori sont pas forcément drôles, mais bon je crois avoir trouvé le chemin qui lumineux qui conduit au rire. Donc je vous invite à venir me voir et puis bravo en tout cas pour ce que tu fais et je te souhaite longue vie. Merci. Je passe un coucou à Raphaël, à Alexis, à Barbara, voilà, qui, quand ils ont su que je te recevais, ils ont littéralement, comme je le disais, pété un câble. Donc voilà, c'était pour faire une petite dédicace à la fin. À lundi prochain pour un prochain épisode. Diodo, reste avec moi 30 secondes. On va se quitter en privé. Je coupe l'enregistrement ici. Merci, faites pas trop les cons et à bientôt. Ciao.